Je vous propose un focus sur Conan le Barbare. Dans l'imaginaire collectif, Conan le Barbare, c'est Arnold Schwarzenegger, mais pas que. Si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez que c'est un héros écrit par Howard qui évoque bien sûr la Swords and Sorcery. En cette fin de mois de novembre, un jeu tiré de l'univers de Conan va sortir aux éditions Monolith. On en parle tout de suite avec le fondateur de Monolith et de l'auteur du jeu, Fred Henry. Bonjour Fred. Bonjour. Alors, Conan le Barbare, bien sûr, Arnold Schwarzenegger, des épées, de la magie. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cet héros légendaire? Alors moi, le parcours enfin la rencontre avec Conan, elle s'est faite entre 12 et 14 ans par les BD déjà, par le comics de Marvel, notamment les illustrations de Buscema, et ensuite très rapidement par le jeu de rôle. Et le jeu de rôle, il y a un jeu de rôle qui s'appelait Curse Conan à l'époque, qui a été traduit. C'était un des tout premiers jeux d'une société qui s'appelait Cyrose, qui est devenu Asmodée, qui désormais est mon distributeur. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui je travaille dans le bureau juste à côté du gars qui a traduit Conan le barbare, enfin Conan dans le jeu de rôle. Mais donc voilà, moi j'ai vraiment commencé par le jeu de rôle. Ensuite, j'ai vu le film, j'ai évidemment le jeu de rôle m'a poussé à lire tout ce que je trouvais, donc mais à l'époque je lisais pas seulement du Howard, c'est-à-dire que je lisais Howard et ses continuateurs, donc Sprague de Camp, etc. Et voilà, donc c'était un ouais, c'est un truc de gamin parce que ce qui m'a intéressé vraiment, enfin moi ce qui m'a marqué, c'était le côté justement Sword and Sorcery, c'est-à-dire beaucoup beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte que, que la fantasy que je connaissais jusqu'alors. Pour moi, la fantasy, je connaissais Tolkien, donc j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, et là, on était dans un univers qui était beaucoup plus, enfin avec Conan, quelque chose de beaucoup plus bigarré, en fait, de beaucoup moins manichéen. Et c'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup accroché. On écoutera Patrice Loinet nous parler plus longuement de Howard et de son héros légendaire. Avec vous, on va s'intéresser à ce jeu qui sort fin novembre. Pour ce jeu, vous avez monté la société Monolith. Oui. Oui, alors parce que c'était en fait le jeu, c'est un jeu qui commence à avoir une longue vie, puisque la première fois qu'il a été présenté à un éditeur, c'était en décembre 2011. Puis il a été récupéré par un autre éditeur. Euh, Puis voilà, chez cet éditeur, donc Space Cowboy, on a eu des désaccords sur ce que devait être le jeu, surtout sur l'esthétique du jeu. C'est-à-dire que moi, je voulais une esthétique très vintage. Je voulais que l'esthétique rappelle le Conan que j'avais connu étant ado, donc le Conan des BD Marvel. Et là-dessus, il y a eu un désaccord, puisqu'il y avait une volonté de l'éditeur de moderniser la licence, ce qui, moi, me déplaisait terriblement. Donc, on a décidé, d'un commun accord, on va dire, de se séparer, puisqu'on est assez en très très bon terme, hein. Aujourd'hui, je continue à travailler dans leurs locaux. Mais clairement, on avait un désaccord sur l'esthétique globale du jeu, et aussi sur, là en termes de jeu, c'est sur ce qu'il devait y avoir dans le jeu, c'est-à-dire quelles étaient les scènes, donc les plateaux de jeu. Moi, je voulais à tout prix des choses totalement archétypales, comme la taverne, le navire, etc. Et c'était un niet complet de la part de l'éditeur, donc voilà, on s'est carrément pas entendu là-dessus. Et donc, je suis parti, et avec Erwan c'est un ami qui est aussi éditeur, on a décidé de monter une nouvelle boîte qui s'appelle Monolith. Et voilà comment est né Monolith, et comment, entre guillemets, est née la forme actuelle du jeu. Avant d'évoquer le jeu en lui-même, l'histoire de ce jeu est assez phénoménale. Vous proposez un projet Kickstarter en janvier 2014 et vous tablez sur une réussite du jeu et en fait, ça va casser la baraque. Oui, alors très exactement. Alors le projet Kickstarter, c'était janvier 2015, donc il y a bientôt 2 ans. Et nous, on tablait sur, voilà, on espérait 700 000, on avait un point mort à 500 000, on espérait 700 000, et notre scénario le plus haut possible, c'était 1 million. Effectivement, on a fait beaucoup plus, on a fait 3 millions 3, ce qui était vraiment énorme, ce qui était même, entre guillemets, trop pour nos capacités à l'époque, c'est-à-dire nos capacités de travail. On était vraiment, initialement, il y avait que Erwan, son frère et moi. Et là,
s'est rendu compte que ça représentait beaucoup trop de boulot, donc là, on s'y est pris un peu trop tard, on a embauché, et on n'a vraiment jamais autant bien dépensé de l'argent qu'en embauchant. C'est-à-dire que le monde ludique crée des emplois. Il faut le savoir. Oui, le monde ludique, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est comme une grosse croissance. On est sur des croissances entre 5 et 7% par an, donc largement aussi de la croissance moyenne qui peine à atteindre 1%. Alors Conan, le jeu de société, un jeu de plateau avec des figurines, mais pas que, des dés bien sûr, et des scénarios, et surtout une mécanique originale à base de petites gemmes que l'on déplace sur son personnage pour pouvoir faire à son personnage des actions. Exactement, alors ça c'est absolument central. Euh, c'est donc le système de gemmes. Les gemmes représentent l'énergie et elles vont circuler entre l'énergie disponible et la fatigue. Elles représentent aussi les points de vie du personnage. Donc lorsqu'il y a des blessures, on perd directement des gemmes. Donc on les sort du circuit de circulation et ça permet d'être extrêmement fluide. C'est-à-dire qu'on choisit à chaque fois qu'un personnage réalise une action, le joueur va choisir quelle, la quantité d'énergie qu'il alloue à cette action et donc va pouvoir très bien dans un même tour de jeu, dans un tour de jeu, ou choisir d'assurer sa réussite et par exemple dans une action d'attaque frapper vraiment très fort, ou au contraire choisir d'avoir de multiples petites attaques ou allouer plutôt son énergie, je ne sais pas, à son déplacement, à la manipulation pour ouvrir des coffres ou des portes fermées, à plein d'autres choses. En fait, les actions ne sont pas le joueur reste libre en fait de l'énergie qu'il alloue à chacune de ses actions. Donc ça a priori je pense que c'est quand même assez innovant et surtout ce système de circulation, c'est-à-dire que les personnages peuvent choisir de se reposer pour récupérer davantage d'énergie ou de rester actifs et dans ce cas ils récupèrent relativement peu d'énergie. Et donc tout le jeu va aussi être dans le bon timing de l'alternance repos-action. Une autre chose qui va être importante dans ce jeu, c'est la coopération, puisque Oui. c'est un jeu coopératif. Les joueurs se battent contre le système et du coup, il va falloir trouver les bonnes combinaisons entre les joueurs qui vont alterner leurs propres actions et mener à bien la mission. Oui, alors tout à fait. Alors les joueurs, c'est je veux dire, un semi-coopératif, c'est-à-dire que les joueurs ne se battent pas réellement contre le système. Quelqu'un endosse le rôle, entre guillemets, de l'overlord, donc quelqu'un euh, fait jouer les joueurs, mais par contre, il n'y a pas de tour de jeu. Lorsque les joueurs prennent la main, il n'y a pas de notion de tour de jeu, c'est-à-dire que un joueur peut agir, dépenser un certain nombre de gemmes, autant qu'il le souhaite, puis passer la main à un de ses amis qui va lui aussi dépenser quelques gemmes, puis repasser la main à un autre ami ou au joueur initial, etc., etc. Il n'y a aucune notion de tour de jeu, justement parce que le système de gemmes permet de ne pas avoir besoin qu'un personnage joue l'ensemble de ses actions, puis passe à un autre. Le système de gemmes sert en même temps de mémoire du jeu. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que c'est coopératif entre les héros. Par contre, il y a quand même quelqu'un qui va jouer l'ensemble des, entre guillemets, des forces du mal. Celui qu'on aime le moins autour de la table. Oui. Mais c'est l'un des rôles les plus intéressants malgré tout, je trouve. En tout cas, ça rend le système fluide et ça permet de rendre le système coopératif vraiment coopératif. Oui, oui, tout à fait, parce que, et ça c'est vraiment lié, encore une fois, au système de gemmes, c'est-à-dire que une bonne coopération, c'est dans un tour de jeu des héros de réaliser, d'optimiser en fait la réalisation de ces actions en dépensant le moins de gemmes possible, puisque de façon à faire plus d'actions, et ça passe nécessairement par des passages de témoins entre les joueurs au sein d'un même tour. Euh, Exemple tout bête, voilà, j'ai un personnage qui se déplace assez vite, mais je suis gêné, j'ai besoin d'atteindre un point d'un point A, j'ai besoin de me rendre à un point B. Par contre, je suis très facilement gêné par des adversaires dans ma course. Un de mes amis est particulièrement bon, je ne sais pas moi, au tir, alors je vais commencer à me déplacer. Je vais ensuite demander à mon ami de me dégager le terrain en tirant sur les adversaires, et je vais continuer à nouveau mon déplacement une fois le terrain dégagé de tout adversaire. Ça c'est vraiment un exemple là qui me vient en tête tout de suite, une bonne coopération. Et ça passe par la maîtrise du timing, c'est-à-dire savoir quand passer la main, quand la récupérer, en fait, et ça optimise la dépense de gemmes. Désolé si je
suis trop technique. Non, non, c'est très clair, même pour les novices, j'imagine. C'est une première boîte qui sort en cette fin novembre, Oui, une première boîte, mais il y a des extensions qui vont arriver par la suite. oui. Alors, on a 3 grosses extensions. Donc, par grosse extension, ce sont des boîtes d'un format, on va dire, boîte de jeu classique, et qui contiennent à chaque fois 2 plateaux et donc 2 univers de jeu, on va dire. Les personnages liés à l'univers en question, et l'ensemble du matériel pour jouer, sachant que ce sont des extensions. Donc il faut nécessairement la boîte de base pour y jouer, mais voilà, chaque boîte d'extension, en fait, tout est construit pour que chaque extension représente une contrée de l'univers de Conan. Donc on a par exemple l'équivalent on a la Stygie qui est l'équivalent de l'Égypte. On a aussi l'équivalent, on a l'Asie, on a le Nordheim, donc l'équivalent de notre Europe du Nord à l'époque des Vikings, etc., etc. Un jeu donc qui sort en cette fin du mois de novembre, une très belle idée de cadeau de Noël. C'est Conan, c'est chez Monolith et ça va être distribué aussi par Asmodée. Oui. Le prix de la boîte de base environ? Alors la boîte de base, le prix moyen de la boîte de base devrait être à 95 € quand même. Parce que M- c'est un très très gros jeu. Avec plein de belles figurines que l'on peut peindre par la Oui, suite. Voilà. énormément. Fred-Henri, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Monolith, que vous êtes aussi un auteur de jeu et que vous allez sortir ce jeu Conan. Merci beaucoup Merci beaucoup. et très bonne continuation. Merci à vous. Bonne continuation.